Invitée exceptionnelle de ce numéro de Capital, Marine Le Pen. Bonsoir madame. Vous êtes la présidente du Front National, candidate du FN pour l'élection présidentielle. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce soir. On va évidemment parler beaucoup d'économie. Et on a posé la question aux Français, l'Institut CSA pour M6 Capital, sur la crédibilité de votre programme économique. La question, on la découvre tout de suite. Trouvez-vous que le programme économique de Marine Le Pen est crédible? Voici les résultats. Oui, 18%, non, 69%, ne se prononce pas 13%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a moins de 2 Français sur 10 qui trouvent votre programme crédible. Non, il y a moins de 2 Français sur 10 qui pensent que la caricature qui est faite de mon programme économique est crédible. C'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Parce que c'est tout de même étonnant ce sondage. Parce qu'il y a eu un certain nombre de sondages qui ont été effectués sur toute une série d'éléments de mon programme. Il y a eu un sondage en décembre 2011 sur l'euro. 45% des Français considéraient que c'était un handicap et 34% voulaient en sortir. Il y a eu un sondage en octobre sur le protectionnisme. 54% des Français étaient pour le protectionnisme aux frontières. Là, on a demandé une impression générale. Oui, bien sûr, mais il y a eu un sondage qui a été fait avec les méthodes classiques, il y a eu un sondage la même façon que ceux dont vous prévalez aujourd'hui. Il y a eu un sondage qui a été fait en novembre 2011. 63% des Français étaient, comme moi, opposés au plan de renflouement de la Grèce, de l'Irlande, du Portugal. Tout ça pour vous dire que mon programme économique est présenté de manière totalement caricaturale par un certain nombre de médias et par mes adversaires. C'est ainsi d'ailleurs que votre phrase d'ouverture de votre émission est très intéressante. La France doit-elle fermer ses frontières? Vous voyez, c'est comme si on disait le programme de Marine Le Pen, c'est de fermer les frontières. J'aurais préféré que ce soit la France doit-elle... C'est vous qui faites les raccourcis. La France doit-elle maîtriser ses frontières? Parce que entre maîtriser ses frontières et fermer ses frontières, il y a un côté la caricature, la fermeture qui fait penser à l'isolement, au monde des murs, on se replie sur soi, c'est l'expression que vous avez eue tout à l'heure. Et puis il y a la maîtrise. Ce que je vous propose, la maîtrise, c'est de dire, oui, il faut des règles du jeu. Il faut que nous ayons des armes contre la mondialisation. Et ça, vous allez avoir 2 heures d'émission pour qu'on en parle. Alors, on ne va pas commenter les sondages. On va avoir 2 heures d'émission, mais mon temps de parole va être beaucoup plus réduit que 2 heures, hélas d'ailleurs. Il sera comme celui qu'on offrira aux principaux candidats à cette présidentielle. On va commenter et discuter de votre programme et non pas des sondages tout au long de cette émission. Et on va commencer donc avec l'euro. On va faire comme si l'euro s'était terminé, comme si la monnaie unique n'avait pas survécu à la crise. Vous vous êtes sûrement déjà demandé ce que changerait le retour du franc pour vous, pour le pays. Pendant plus de 3 mois, Jérôme Lévy a enquêté, il a croisé les hypothèses, il a rencontré les acteurs économiques de toute sensibilité. Et au final, il vous propose ce soir un document fiction. Ça ne ressemble vraiment pas à ce que vous voyez d'habitude. Vous êtes déjà en train de commenter le sujet que vous n'avez pas encore vu. Bof. On en parle après. On va se projeter avec vous dans un avenir hypothétique. Adieu l'euro, bonjour le franc. Voici, mesdames, messieurs, voici Madame Le Pen, ce que vous pourriez voir dans le 1945, le jour où ça arrivera, si ça arrive un jour. Voilà Marine Le Pen pour ce document fiction sur la sortie de l'euro. Ce qu'on voit, c'est que finalement la première conséquence de la sortie de l'euro, ça serait une hausse des prix finalement, une vie plus chère pour tout le monde. Alors pas du tout. Bon, il faut quand même que ceux qui nous écoutent sachent que M. Eli Cohen, que vous avez interviewé et qui nous a présenté ça comme une perte pour l'ensemble des Français, est membre de l'équipe de campagne de M. François Hollande. Il a été consulté par François Hollande. Oui, mais c'est pas complètement... Mais de la même façon, Marc Fiorentino qu'on a vu est libéral, on a entendu quelqu'un de l'Institut de l'entreprise. Vous avez pris un UMP et un socialiste. Mais vous savez comme moi qu'il n'existe pas d'économiste neutre, donc on a écouté tout le monde, on va vous écouter aussi. Oui, d'accord, oui, enfin vous auriez pu écouter des gens qui ont travaillé sur cette hypothèse du retour à des monnaies nationales. Il y a des entreprises qui travaillent dessus. Monsieur Sapir, on l'a consulté également. Ah bon, très bien, mais on l'a pas entendu. Bon, alors je vais vous dire une chose. C'est très intéressant ce que vous avez dit parce que je pense qu'il y a une erreur énorme qui est commise. Notamment, c'est un bel effort quand même d'essayer de se projeter dans l'avenir. Merci. Il y a une différence avec l'hypothèse que vous avez retenue et la mienne, c'est que c'est justement ça que je ne veux pas. C'est-à-dire je ne veux pas la précipitation, je ne veux pas la panique, je ne veux pas qu'on se retrouve du jour au lendemain face à l'effondrement de l'euro. Et c'est la raison pour laquelle mon projet prévoit, et je suis suivi en cela par toute une série d'ailleurs de prix Nobel d'économie, de préparer le retour aux monnaies nationales sur 6 mois ou 8 mois. Pardon Madame Le Pen, vous dites vous-même que l'euro se sera effondré peut-être avant même la présidentielle. Si on commence l'émission et qu'au bout de 4 secondes, vous me coupez,
je ne pourrais pas exprimer ma position. Mais c'est important parce que vous dites et vous répétez que l'euro sera peut-être effondré avant la présidentielle. Il n'y a aucun problème, monsieur, mais ce qu'il faudrait, c'est que vous me laissiez terminer ma phrase. Je vous en prie, allez-y. Parce que voilà. Hein. Donc, il faut organiser, prévoir le retour aux monnaies nationales avec nos partenaires européens. Ce qui est une certitude, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'euro qui est à l'origine des cures d'austérité. C'est l'euro qui nous oblige à emprunter pour aller sauver tel et tel pays. Je vous signale qu'on a déjà, les plans de sauvetage des différents pays nous ont déjà coûté 60 milliards et ils s'apprêtent à débloquer encore, de la part de la France, 30 milliards supplémentaires pour venir encore au soutien. Donc les cures d'austérité, c'est la conséquence de l'euro. Là où je suis tout à fait en désaccord avec ce qui est dit par le membre de l'équipe de M. Hollande, M. Cohen, c'est notamment l'exemple de l'essence. Vous dites, si notre monnaie a une valeur inférieure de 25%, eh bien l'essence... de dépréciation de la monnaie. L'essence va augmenter de 25%. Non, monsieur. Parce que dans le prix de l'essence, 60% ce sont des impôts, ce sont des taxes perçues par l'État. Par conséquent, une augmentation de la matière première à l'importation ne s'appliquera que sur les 40% de la matière première. Ça fera une augmentation de 5%. On voit chaque augmentation, pardon, Madame Le Pen, que les grands groupes comme Total, que vous fustigez régulièrement, répercutent au maximum. C'est la raison pour laquelle, monsieur, j'ai bien prévu cela et j'ai dit que je baisserai les taxes qui sont perçues par l'État et je créerai une taxation exceptionnelle sur les grandes entreprises pétrolières et gazières pour limiter cette hausse du pétrole, mais qui est déjà le cas au moment où nous nous parlons aujourd'hui. On n'a pas besoin de se plonger dans la fiction pour s'apercevoir qu'aujourd'hui les Français n'arrivent plus à faire le plein de leur voiture parce que le pétrole est horriblement cher. Donc, si c'est l'État qui fait tampon, il y a moins de recettes pour l'État. Et en temps de crise, c'est pas forcément évident non plus. Je viens de vous dire l'inverse. Je viens de vous dire que je compensais cette baisse par une taxation exceptionnelle sur les grandes entreprises pétrolières et gazières. Voilà. Donc, je pense très honnêtement que le plan d'austérité... les plans d'austérité, dont le troisième sera d'ailleurs la mise en place, si tant est que M. Sarkozy ou M. Bayrou soient au pouvoir, sera la TVA sociale. Ces plans d'austérité sont la conséquence du sauvetage de l'euro. C'est sauver l'euro qui coûte une fortune. Évitons d'en arriver à une situation de catastrophe telle que celle-là. Une question, rapidement. Vous dites, nous allons sortir de l'euro si vous êtes au pouvoir avec nos partenaires européens. S'ils ne sont pas d'accord, on sort tout seul? Non, mais je crois qu'ils seront d'accord. Ils seront d'accord parce qu'encore une fois, les peuples ne sont plus d'accord avec les plans de renflouement. D'ailleurs, le peuple allemand est en désaccord avec Mme Merkel, hein, puisque le peuple allemand s'est exprimé dans un certain nombre de sondages en indiquant son désir Il y a donc des sondages que vous appréciez. De retourner aux marques. Non, je ne sais pas, j'apprécie ou j'apprécie pas, je dis qu'ils sont en l'occurrence contradictoires avec celui que vous avez fait. Donc les Français sont contre les plans de renflouement, je suis effectivement contre les plans de renflouement à répétition. Ils sont pour un protectionnisme aux frontières, on aura l'occasion d'en parler. Ils considèrent que l'euro a été un handicap, je crois que tout le monde admet aujourd'hui que l'euro a été un handicap. Je tiens seulement à leur expliquer quelque chose de précis. On parle d'une valeur de la monnaie qui serait inférieure. Il faut que les Français sachent qu'en 2002, l'euro qui aujourd'hui vaut 1,30 $, valait 0,86 $. Est-ce qu'entre 2002 et aujourd'hui, ils ont eu le sentiment que la valeur de leur patrimoine a été multipliée par 30%? Je ne le crois pas. Eh bien, dans le sens inverse, ce sera la même chose. Ça n'est pas parce que la valeur de la monnaie baisse que ça entraîne une baisse de la valeur de leur patrimoine. En revanche, ça permet, comme le dit votre reportage, d'être compétitif, de retrouver une compétitivité. Vous voulez parler, mais il faut quand même que je puisse vous poser quelques questions de temps en temps. S'il y a dévaluation, il y a quand même une monnaie qui a moins de valeur, on est d'accord. Oui, mais... notre dette, parlons de la dette par exemple, 1700 milliards aujourd'hui. Si le franc Le Pen, on va l'appeler le franc Le Pen, perd 20-25%, c'est votre hypothèse. Hein. Ça veut dire que mécaniquement, notre dette qui est détenue majoritairement par des investisseurs étrangers va augmenter. Ça va être plus 25%. C'est quand même étonnant ce que vous dites, puisque ça revient à ce que je vous expliquais tout à l'heure. Mais quand l'euro valait 0,86, comment était la situation de notre dette en 2002 ? Elle était moins grave qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que l'austérité, parce que la contraction de l'économie, qui est la conséquence d'un euro fort, c'est-à-dire d'un euro surévalué, eh bien, a entraîné le chômage de masse, a entraîné... Oui.
Allez-y, allez-y. A entraîné un déficit spectaculaire de notre balance commerciale, c'est-à-dire que nous perdons 75 milliards chaque année entre ce que nous exportons et ce que nous importons. Donc vous voyez que l'euro a été, dans tous les domaines, un inconvénient et est à l'origine de la contraction et de l'absence de croissance aujourd'hui, et peut-être même de la récession demain. Dans du concret, vous vous adressez aux classes populaires. Une des conséquences de cette monnaie qui perdrait de sa valeur, le franc qui viendrait succéder à l'euro, c'est finalement une baisse de l'épargne, puisque l'argent que détiendront les gens aura moins de valeur qu'avant. Ça veut dire que leur épargne aura moins d'argent. Par rapport à quoi? Pas sur le marché intérieur. Les gens ont 1 000 euros aujourd'hui sur leur compte en banque. Ils auront 1 000 francs. Mais le loyer qui leur coûte 300 euros leur coûtera 300 francs. C'est exactement ce qu'a expliqué la restauratrice. Le repas qui valait 13 euros vaudra 13 francs. Ça marche sur le marché intérieur, mais tout ce qu'on achète à l'extérieur, tous les produits qui viennent de l'étranger, ils vont nous coûter plus cher. Mais d'abord, il faut que les Français sachent qu'il n'y a que 30% de produits qui viennent de l'étranger. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, nous sommes aujourd'hui dans une situation où, de toute façon, ces produits-là, on arrivera de moins en moins à les acheter, puisque nous avons de plus en plus de chômeurs à cause de notre situation économique. L'intérêt du retour à une monnaie nationale, c'est aussi de recréer l'emploi, de recréer la croissance, puisque nous avons un surplus de compétitivité, comme l'explique d'ailleurs votre vendeur de chaussures. Ce surcroît de compétitivité qui va nous permettre de pouvoir être compétitifs avec des pays qui nous font du dumping monétaire. Dans ces produits qu'on importe, il y a beaucoup de produits de notre quotidien. Je ne sais pas d'où viennent les vêtements que vous portez aujourd'hui, mais si tout était made in France, peut-être que vous seriez arrivé en maillot de bain, Madame Le Pen, aujourd'hui. Ça, c'est pas forcément fabriqué en France. Donc tout ça, ça renchérit le quotidien. Effectivement, c'est que 30%. Mais monsieur, non, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que justement, il faut changer maintenant de modèle économique. Il faut réindustrialiser notre pays. Il faut... On va y venir tout à l'heure, si vous voulez bien, la réindustrialisation, c'est un point important de votre programme. L'important de relancer la croissance, c'est de recréer l'emploi, c'est de recréer des industries, c'est de pouvoir à nouveau fabriquer des produits parce que nous serons à nouveau compétitifs. Pourquoi, d'après vous, il n'y a plus de textile en France? Pourquoi il n'y a plus de chaussures? Parce qu'un jour, on a décidé d'ouvrir en grand les frontières aux importations chinoises. Si vous voulez bien, on y vient tout à l'heure parce qu'on va avoir un sujet qui va traiter de ça. D'accord, mais c'est important. Je sais que tout est lié. Je sais que tout est lié. Évidemment, tout est lié. Et par conséquent, ces importations massives de produits avec lesquels nous ne pouvions pas être compétitifs, puisqu'ils sont payés 10 fois moins que nous et leur monnaie, justement, est moins forte que la nôtre, a tué notre entreprise, nos entreprises textiles, nos entreprises de fabrication de chaussures. Il faut donc recréer les conditions d'une croissance et d'une création de richesse dans notre pays. Restons un tout petit peu, si vous le voulez bien, sur le pouvoir d'achat. Vous proposez dans votre programme 200 euros par mois pour les salaires inférieurs à 1,4 SMIC. Grosso modo, ça fait 1 500 euros net. Comment vous financez tout ça ? Alors, clairement, je voudrais dire qu'il ne s'agit pas là d'une augmentation d'ailleurs du SMIC. C'est une prise en charge par l'État de 200 euros des cotisations, de la part salariale des cotisations sociales. Quelle est la différence? La différence, c'est que ça ne va pas augmenter le coût du travail pour l'entreprise, donc ce sera neutre pour l'entreprise. Et les salariés verront ces 200 euros immédiatement s'inscrire sur leur net, sans passer en l'occurrence par le bon vouloir de l'entreprise. Cette mesure dans votre programme, elle est chiffrée à 74 milliards d'euros. Non. Où est-ce qu'on va les chercher? Non, elle n'est pas chiffrée à 74 milliards. 74 milliards d'euros, c'est le bénéfice de la source de financement que je crée, qui est une contribution sociale à l'importation. Je vais taxer tous les produits importés de 3 petits pourcents. C'est peu, mais comme il y a beaucoup de produits qui sont importés, ça permet de dégager 74 milliards, parce que je crois que les importations dans notre pays qui créent du chômage, eh bien, doivent contribuer à l'augmentation du pouvoir d'achat de nos salariés pour relancer l'économie. S'il n'y a pas de pouvoir d'achat, il n'y aura pas de relance de l'économie. Précisément, une interrogation sur le pouvoir d'achat d'un internaute qui m'a envoyé ce tweet. Voilà. Comment penser, Madame Le Pen, que les 3% de taxes sur les importations ne seront pas payés par les consommateurs? On sait très bien qu'à chaque fois qu'il y a taxe, il y a répercussion sur l'étiquette. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que les produits qui sont importés sont aussi des produits qui sont transformés. Or, dans le prix d'un produit, il y a d'abord le coût des salaires d'une entreprise. Mais le t-shirt, la télévision ne sont pas transformés. Le téléphone qu'on achète n'est pas transformé, Madame Le Pen. Le produit qui est importé n'est qu'une des
une partie des charges des entreprises. Donc ces 3% ne portent que sur une partie du prix global d'un produit. Quand vous importez un t-shirt, vous allez avoir des gens qui vont les mettre en caisse, il va y avoir des gens qui vont l'apporter dans les magasins, il va y avoir celui qui va mettre l'étiquette, il va y avoir... Bon, vous comprenez? Tout ça ne va pas être touché par cette contribution sociale. On voit aujourd'hui que chaque fois qu'il y a taxe, il y a répercussion. Donc je vous dis, non mais ça dépend où est la taxe, monsieur. Cette taxe-là, elle ne risque d'augmenter le prix que de 1%. Parce que c'est, encore une fois, la matière première, c'est une partie seulement du prix définitif. En revanche, la TVA sociale telle qu'elle est prévue par M. Bayrou et par M. Sarkozy, elle va augmenter clairement, immédiatement, le produit final. Je ne comprends pas très bien la différence entre deux. Vous la gardez, cette TVA qui passerait au 1er octobre vous ne comprenez pas, je vais vous faire un dessin. Allez. Regardez. Non, mais c'est Petit important, schéma. bien sûr. La TVA de 19,6 qui passerait donc à 21,2 oui. Ça augmente directement le prix. Ça, c'est la TVA Sarkozy. Ça augmente directement le prix du produit. Donc ça, vous ne gardez pas si vous êtes élu? Ah non, pas du tout. Je trouve que c'est le troisième plan d'austérité, ça. Hein, et massif, puisqu'il va toucher les classes moyennes et les classes populaires. Dans un produit, vous voyez bien qu'il y a des transformations qui sont effectuées quand le produit Après, je arrive. montrerai votre petit dessin. C'est assez rapide parce que sinon... Non mais d'accord, mais dans un produit, dans le prix du produit, il y a la masse salariale. Oui. On est d'accord. Il y a la distribution éventuellement, la marge de la distribution. Il y a une éventuelle transformation, le fait de... Bon, ça veut dire que les 3% vont en réalité ne porter que sur une partie. Voilà. Donc on montre le petit schéma. Il y a quand même encore quelques progrès à faire en infographie, mais on a compris votre idée. Moi, ce que je continue à penser, Madame Le Pen, c'est que quand il y a augmentation, et quand il y a taxe, il y a augmentation des prix. C'est ce qu'on constate à chaque fois. Ça dépend sur quoi, monsieur? Ça dépend sur quoi? Si l'augmentation arrive sur un prix définitif comme celui-là, oui, effectivement, l'augmentation de 1,6 va être une augmentation de 1,6. Mais si ça intervient, encore une fois, en amont, et 3% c'est assez dérisoire comme contribution, eh bien, au bout de chaîne, vous n'aurez en réalité comme risque majeur qu'1%. Sauf que moi, entre-temps, j'ai donné 200 € de pouvoir d'achat supplémentaire. Vous n'avez pas d'entreprise pour les aider à développer leur compétitivité, ce qui aurait été une alternative. On ne repart pas là-dessus, on va parler du Qatar à présent. 200 €, c'est considérable en salaire net pour pouvoir relancer la consommation, le pouvoir d'achat et l'économie. On va parler réindustrialisation tout à l'heure, mais d'abord un sujet sur le Qatar, si vous voulez bien. Pour le grand public, ça a commencé par le foot, le PSG évidemment, racheté par le Qatar. Et puis ça s'est enchaîné, les droits télé des grands événements sportifs, mais pas seulement. Tenez, la semaine dernière encore, on apprenait que le Carlton, hôtel intercontinental de Cannes, situé tout près du Palais des Festivals, allait passer lui aussi entre des mains qatariennes. Depuis plusieurs mois, on a le sentiment que ce petit émirat du Moyen-Orient, qui fait à peu près la taille de la Corse, qui est très riche de son pétrole, mais surtout de son gaz, 14% des réserves mondiales. Ce petit émirat peut tout s'acheter, y compris des morceaux de France. Reste à comprendre maintenant pourquoi ils misent sur nous, en quoi la France est pour eux un gâteau très appétissant. C'est précisément ce qu'a voulu savoir Sandrine Rigaud. Et on se retrouve sur le plateau de Capital avec Marine Le Pen, invitée exceptionnelle ce soir. Le Qatar, c'est pas votre truc. J'ai lu une longue interview que vous avez accordée au mensuel La Revue et vous dites, à travers ses investissements multiples, notamment dans les banlieues, le Qatar cherche à se positionner, à acquérir une influence auprès des populations et à exporter un modèle qui est incompatible avec le nôtre. S'il faisait simplement du business, le Qatar en France? Je vous remercie d'avoir informé les Français qu'au moment où Nicolas Sarkozy créait 24 taxes nouvelles, eh bien, il exonérait fiscalement les plus-values immobilières des Qataris. Vous avez juste oublié aussi qu'ils étaient exonérés d'ISF pendant 5 ans. Si vous êtes élu, tout ça c'est terminé. Ça a été fait avec la complicité du Parti Socialiste, qui d'ailleurs a envoyé, M. Hollande a envoyé M. Fabius le 3 février au Qatar, justement, pour discuter avec les Qataris. Décidément, la classe politique française est très attachée. Mais inciter les investisseurs à venir en France, c'est normal, peut-être pas de cette façon, mais... Non, mais monsieur, le Qatar prend des positions qui sont dangereuses pour notre indépendance nationale. Ils investissent dans l'eau, ils investissent dans les médias, ils ont pris des parts dans Lagardère, ils ont pris des parts dans Vinci, ils ont pris des parts dans EADS, ils ont pris des parts dans les filiales de Dexia, ils ont essayé de racheter Uramine, c'est-à-dire qui appartiennent à c'est ce que font les Américains, les Anglais. Quand les fonds de pension anglais ou américains investissent en France, on n'entend personne. Il n'y a qu'une différence, c'est qu'ils ont aussi investi 50 millions dans les banlieues à la demande des élus de la diversité, dans lequel on retrouve des gens
du Parti Socialiste, de l'UMP, du Front de Gauche. Ce sont des investissements... Ce sont des élus qui sont allés voir l'ambassadeur du Qatar en demandant un coup de main pour investir. Tous les élus de tous les partis de la classe politique, sauf évidemment celui de votre serviteur, sont allés voir les Qataris pour obtenir 50 millions d'investissements dans la banlieue. Les Qataris investissent dans les banlieues françaises... Si ça crée de l'emploi, si ça génère de l'économie, Madame Le Pen. Ils investissent dans les banlieues françaises parce qu'ils investissent là en fonction des origines de ces chefs d'entreprise ou en fonction de leur religion. Ils ont précisé qu'il ne faut pas être black, blanc, beurre, jaune ou vert pour être tout le monde. Tous les projets sont pris en compte. Dangereuse. Tous les projets sont voilà pris en un compte. pays étranger qui est en train d'acheter la France à la découpe, qui investit dans des banlieues. Or, et ça les Français doivent le savoir, qui sont les Qataris, si ce n'est ceux qui ont financé aussi les djihadistes en Libye, qui financent aujourd'hui les fondamentalistes dans tous les pays dans lesquels il y a... Non, mais je le dis très solennellement. Ces gens sont des soutiens financiers des fondamentalistes islamiques, des fous de la charia, de ceux qui veulent... Ce sont des accusations très graves que vous lancez. Eh bien, je les prononce sans aucune difficulté, monsieur, sur votre chaîne, parce que les Français ont le droit de savoir que notamment, on vous a entendu. notamment en Libye, eh bien, les djihadistes qui sont aujourd'hui au pouvoir et dont la première action a été d'apposer la charia ont été financés et armés par le Qatar. Revenons, voilà, les Qataris qui ont surtout revenu. Et avec la bénédiction de Bernard-Henri Lévy. C'est pas notre sujet de ce soir, Madame Le Pen. C'est pas notre sujet de ce soir. Revenons à l'économie. Quand Toyota investit à Valenciennes et vient fabriquer sa Yaris, ce sont des fonds étrangers qui viennent en France et qui génèrent de l'économie. Là, ça gêne personne dans ces cas-là. Oui, mais là, ça crée de l'emploi. Là, le problème, si vous voulez, c'est qu'en permettant aux Qataris d'acheter massivement l'immobilier en France, vous voyez bien que c'est de l'immobilier spéculatif, ils vous le disent vous-même. Or, ça a une conséquence directe sur l'augmentation du coût du loyer que subissent les Français, eux. Voyez. L'investissement au Qatar, c'est 700 millions par an, on l'a dit en 2010. Les investissements globaux étrangers, c'est 25 milliards 600 millions, donc ça n'a rien à voir. On va aller sur la réindustrialisation, si vous voulez bien, parce que c'est un des gros points de votre campagne et de votre programme électoral. Vous voulez réindustrialiser la France, d'ailleurs c'est ce que veulent et Nicolas Sarkozy, et François Bayrou, et François Hollande, c'est ce que tout le monde veut. Comment on fait pour faire revenir des industries ou pour créer des industries en France, concrètement? Comment on les attire? C'est toute la question. Merci d'avoir cité mes adversaires politiques. Parce que pour le coup, vous êtes comme eux. Qui veulent tout changer sans rien changer. C'est-à-dire qu'ils nous expliquent que par l'opération du Saint-Esprit, on va réindustrialiser la France. Alors vous, comment vous faites? C'est le contexte économique qui a désindustrialisé la France. C'est le modèle économique dont ils ont été les porteurs. C'est l'Union européenne qui a ouvert en grand les frontières et qui nous a mis en concurrence... Ça, c'est le constat, Madame Le Pen. C'est le constat. Mais monsieur, excusez-moi, mais si vous me dites que vous avez mal à la tête alors que vous avez un problème au pied, je ne vais pas réussir à savoir quelle est votre difficulté. Vous savez que j'ai mal à la tête, donc comment vous soignez mon mal de tête? Comment vous réindustrialisez? Est-ce que je peux terminer une phrase? Je vous en prie. Parce que c'est vraiment problématique et je pense que ceux qui nous regardent vont être assez agacés par votre comportement. Voilà. S'il n'y a pas de bon diagnostic, il n'y a pas de bon remède. Si on est incapable de faire le diagnostic que c'est l'ouverture totale des frontières, la mise en concurrence déloyale avec les pays étrangers, le libre-échange absolu qui est une idéologie, qui est à l'origine de la désindustrialisation de notre pays, on ne réglera pas le problème. Lorsque vous avez fait ce diagnostic, eh bien, des 500 000 emplois industriels perdus, vous savez que pour réindustrialiser le pays, il faut protéger nos frontières. Ça veut dire maîtriser nos frontières. Ça veut dire mettre en place des droits de douane intelligents, même de microchirurgie, permettant, en accord avec les industriels français, de prévoir sur un temps moyen le réinvestissement de notre marché intérieur. Ça veut dire que c'est du cas par cas. On met des droits pour les produits venant de Chine, par exemple. On met des droits. D'abord, il y a déjà une raison, un élément de critère qui est évident. C'est on va mettre des droits par rapport à des pays qui font à notre égard un dumping monétaire, un dumping environnemental, un dumping social. C'est-à-dire que des pays qui payent leurs salariés un coût dérisoire, eh bien, vont être soumis à un droit de douane. Mais je veux dire ce qui est en train de se passer. Ce qui est horrible, si vous voulez, dans ce système ultralibéral et libre-échange, c'est qu'on est en train de justifier l'esclavage de populations de plus en plus pauvres. Vous savez, comme il y a 12,5% de droits de
douane pour entrer en Europe des produits de Chine. On en a mis 0 sur le Bangladesh. Aujourd'hui, tout le monde part au Bangladesh. Au Bangladesh, vous savez combien sont payés les salariés? 35 euros par mois. Regardez, je veux qu'on regarde C'est les importations. la course au pays où on va trouver le plus d'esclaves. Ça n'est pas mon modèle économique, ça n'est pas ma vision de l'homme. Regardons d'où nous importons aujourd'hui, si vous voulez bien, d'où viennent les produits qu'importe la France. Et on s'aperçoit que c'est majoritairement à 60% quasiment de l'Union européenne. L'Asie, c'est 16,3%, et dont la Chine, un peu plus de 8%. Donc, ces taxes, vous les mettez où? En Chine, par exemple, mais pas avec les pays européens? Ça dépend. Il y a des pays européens qui nous font un dumping social. L'Allemagne, par exemple, qui n'a pas de SMIC, qui a des conditions salariales moins simples et sociales. L'Allemagne est à peu près au même niveau économique que le nôtre. Ce que fait l'Allemagne, c'est qu'elle nous fait du dumping monétaire. Et, donc, voilà. Et par conséquent, moi j'aurais réglé le problème du dumping monétaire. Notre monnaie doit être inférieure en valeur à celle de l'Allemagne. Ça nous rendra beaucoup plus compétitifs que nous ne sommes vis-à-vis de l'Allemagne. 60% de nos importations, on met quasiment rien, donc, à 2 ou 3 exceptions près des pays d'Europe de l'Est. Oui et non, monsieur, parce que vous voyez, par exemple, l'Allemagne se sert, elle, de l'Interland, de tous les pays d'Europe de l'Est, qui ont des coûts de production qui sont très inférieurs aux nôtres et qu'on a fait rentrer dans l'Union européenne d'une manière, il faut bien le dire, totalement irresponsable. Et l'Allemagne se sert en réalité de ces très bas coûts, de cette absence de protection sociale dans toute une série de pays d'Europe de l'Est. Mais il faut réfléchir de manière, encore une fois, très précise à la manière dont les pays nous font une concurrence dont je dis qu'elle est déloyale. Moi, le but, encore une fois, de la maîtrise des frontières, c'est de lutter contre la déloyauté de nos adversaires économiques. Et bien entendu que nos frontières sont grandes ouvertes, alors que tous ces pays-là se protègent. L'Amérique du Sud, le Brésil, l'Argentine se protègent, le Canada se protège, les États-Unis. Ça ne peut pas être non plus qu'un monologue, il faut que ça soit un dialogue. Aujourd'hui, il y a des règles européennes, ça veut dire que si on fait ça, on s'affranchit des règles européennes. On sort de l'Organisation mondiale du commerce, on est bien d'accord, et on s'expose à des mesures de rétorsion. Parce que si on taxe les produits qui rentrent dans notre pays, les autres vont faire pareil. Les États-Unis ne sont pas dans l'OMC ? On va affaiblir, madame Le Pen. Les États-Unis ne sont pas dans l'OMC? Mais c'est pas le sujet en l'occurrence. Ah si, c'est le sujet. Mais alors comment est-ce qu'ils font pour mettre des droits de douane sur les pneus chinois? Mais nous, on va affaiblir. Moi, je m'intéresse. Intéressons-nous aux entreprises françaises. On va affaiblir. Vous me parlez de l'OMC, monsieur. Je vous dis européens. Je vous dis qu'aujourd'hui, avec les règles qui existent aujourd'hui, on ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Oui, monsieur, mais je vais vous dire une chose. Si on veut continuer dans le fédéralisme européen, eh bien, on continue dans la ruine, on continue dans l'appauvrissement. Quitte à sortir de l'Union européenne ou pas? Mais dans ces cas-là, il ne faut pas voter Marine Le Pen. On peut voter pour monsieur Bayrou, pour monsieur Sarkozy, pour monsieur Hollande. Ils veulent tous rester dans les règles dramatiques de l'Union européenne. Est-ce que voter pour Marine Le Pen, oui ou non, c'est assumer éventuellement le fait de sortir de l'Union européenne? C'est assumer quelqu'un qui aura le courage et la volonté de protéger les intérêts de la France et des Français. Quitte à sortir de l'Union européenne, madame Le Pen? En renégociant les traités européens. Et si ça ne marche pas, on sort et on se débrouille tout seul? Monsieur, ça marchera. Ça marchera parce qu'aujourd'hui, nous sommes soumis, nous sommes à plat ventre devant les technocrates européens. Nous ne défendons jamais nos intérêts. L'Allemagne défend ses intérêts au sein de l'Union européenne. La Grande-Bretagne défend ses intérêts devant l'Union européenne. La France, elle ne défend pas parce qu'elle veut être la meilleure élève de l'ultralibéralisme et du libre-échange. Alors, en toutes circonstances, elle se met à plat ventre devant les technocrates européens. Ce ne sera pas mon cas. Je voudrais prendre... Quand même, vous faites des réponses beaucoup plus longues que mes questions. Hein. Temps de parole n'est pas très équilibré. Mais on n'est pas là pour ça. Vous n'êtes pas un adversaire politique et vous avez choisi toute une série d'axes dans vos reportages où je suis obligé tout de même d'apporter un soupçon de vérité. Un exemple très concret avec les droits de douane qu'on met à nos frontières. Prenons, vous savez, ces grandes surfaces qui vendent des produits de sport, des baskets, des t-shirts, des ballons de foot, avec des marques de distributeurs. Il y en a quelques-unes qu'on connaît très bien qui achètent les 2/3 de leurs produits en Chine. Ça veut dire que si on met des droits de douane, ça va se répercuter sur l'étiquette. Ça veut dire qu'en fin de course, c'est le footballeur du dimanche qui va payer ses baskets plus chères, son ballon plus cher. Mais le footballeur du dimanche, s'il est au chômage, avec quoi il va acheter ses baskets? Mais c'est pas... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que le système mondialiste auquel nous sommes soumis aujourd'hui... il y a le chômage, certes. Est-ce que vous pouvez me laisser terminer? Mais je vous en prie. Honnêtement, ça devient vraiment pénible. Allez-y. Voilà, merci. Aujourd'hui, le système mondialiste consiste à faire fabriquer par des esclaves pour vendre à des chômeurs. Ça, vous le dites partout. Ça, c'est une formule que vous dites partout.
parce que je crois qu'elle est extrêmement juste et très révélatrice. Ça veut dire qu'en appauvrissant notre pays par cette concurrence déloyale, demain, nous ne permettrons même plus aux Français de pouvoir acheter des produits importés. Ils n'en auront plus les moyens. Alors moi, je veux qu'on recrée effectivement les conditions d'une industrie française. Parce que si on est dans le cadre d'un chômage de masse, eh bien, nos déficits vont continuer à s'alourdir, les Français vont s'appauvrir, leur pouvoir d'achat va s'effondrer et nous partons tout droit au défaut, c'est-à-dire à l'augmentation exponentielle de notre dette, de nos déficits et de l'austérité massive. Si les prix augmentent, le pouvoir d'achat s'effondre, c'est mécanique. Bref, une question, oui, mais moi, si vous me permettez. Je leur accorde 200 € supplémentaires dans mon projet. On en a parlé tout à l'heure. Je n'ai rien vu de tel en face, monsieur, dans les projets que j'ai vus de la part de M. Sarkozy qui, lui, veut aggraver la baisse du pouvoir d'achat, de la part de M. Hollande qui n'a absolument aucune idée pour améliorer le pouvoir d'achat. Petit temps mort. Aucune. Vous permettez? J'aurais juste une question très concrète. Je préfère que vous fassiez ça que ça, voyez-vous. Vous parliez d'emploi. Très concrètement, si vous étiez aux affaires aujourd'hui, on a vu le cas de Lejabi cette semaine. Quand on est confronté du jour au lendemain, si vous êtes élu le 6 mai, ça peut arriver le 7 mai, des boîtes qui ferment, qui délocalisent. Alors là, il y a une partie des postes 93 qui ont été sauvés, qui vont être pris. Vous faites quoi concrètement? Parce que votre programme, vous le dites, il faut du temps pour le mettre en place rapidement, s'il vous plaît, sur Lejabi. C'est vrai que très objectivement, mon témoin de mariage n'était pas M. Arnaud qui est venu sauver M. Sarkozy en rachetant Lejabi, peut-être dans le cadre de son aide à la campagne électorale de son ami. Répondez, s'il vous plaît. Donc, vous allez dire que je vous interromps encore. Ah non, mais c'est pas inintéressant de connaître les liens. ce que fait la présidente Marine Le Pen face à des situations comme celle-là. Vous ne saurez pas quoi que ce soit si vous me coupez la parole toutes les 4 secondes. Voilà. Donc, bien sûr, c'est intéressant de savoir dans quelles conditions Lejabi a été racheté, probablement pour une raison d'amitié à l'égard du président de la République de la part d'un de ses proches. Bon, Lejabi se retrouve dans la situation de la compétition déloyale. À partir du moment où nous aurons réglé par les droits de douane la déloyauté de la compétition qui nous est faite, Lejabi sera compétitif. Parce que Lejabi, elle est comme beaucoup d'autres entreprises françaises. Elle a un savoir-faire inimaginable. Elle a un talent inimaginable. Or, aujourd'hui, ce qui est terrifiant dans notre pays, non seulement les Qataris viennent nous acheter des morceaux de France, mais ce que vous ne dites pas, c'est qu'on transfère de la technologie, on transfère du savoir-faire. On nous a vendu la vente des Rafales. Oh, on a vendu 210 Rafales à l'Inde, c'est merveilleux. 18 seront fabriqués en France. Tout le reste sera fabriqué en Inde. Et nous aurons transféré notre savoir-faire, notre technologie, le travail de décennies de nos ingénieurs, du génie français, est tous les jours vendu aujourd'hui à l'étranger. On vous retrouve après le prochain sujet, Marine Le Pen, et on reste toujours au contact du terrain, de la vraie vie, et on va parler à présent d'immigration dans Capitale. Et là, vous allez constater qu'il peut exister un décalage formidable entre les déclarations des politiques, quels qu'ils soient et quelles que soient leurs étiquettes, et la réalité vécue par certaines entreprises. Elles, ce qu'elles veulent, c'est trouver les meilleurs à chaque poste. Souvent, très souvent, on les trouve chez nous, mais parfois, ces talents-là viennent de l'étranger, et c'est là que ça se complique, voire que l'on fait tout pour leur compliquer la tâche. Enquête de Frédéric Monteil. Marine Le Pen, si vous êtes élue présidente de la République, Lofti, Zénab et Adil, ils restent en France ou ils retournent dans leur pays? Je vous dirais que cette fiction-là, elle est beaucoup moins bien faite que celle sur le haut. Hein. C'est absolument pas une fiction, ça n'a rien d'une fiction. Il reste ou il rentre si vous êtes élu président de la République? Moi, je vais mettre en place la priorité nationale, qui n'est pas en place, contrairement à ce que laisse entendre d'ailleurs votre reportage. Puisqu'il s'agit là uniquement en 1974 sur la priorité nationale. Et qui a été largement amendé depuis. Monsieur, si vous nous expliquez ce soir que la préférence nationale existe en France, vous nous annoncez une très bonne nouvelle, mais ça n'est pas le cas. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je veux l'introduire dans la Constitution. Je pense qu'à compétence égale, ce qui répond d'ailleurs à un certain nombre de problématiques que vous avez dû avoir du mal à trouver d'ailleurs. À compétence égale, effectivement, un Français doit avoir une priorité d'accès à l'emploi. Cette fiction est un réquisitoire terrifiant, hein, vous savez, madame, c'est pas une fiction contre du le tout, gouvernement. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'ingénieurs. Nous ne formons pas d'ingénieurs en France. Nous ne formons pas de médecins. Non, c'est vrai, il y a un numerus clausus. C'est donc au gouvernement de mettre en place les conditions pour que les formations qui sont effectuées avec l'argent des contribuables correspondent aux besoins des entreprises. Mais je vous signale également que 25% des étrangers en France sont au chômage. Et qu'il y a des milliers de jeunes gens français qui ont bac plus 4, c'est 20% les bac immigrés plus au chômage, 5, hors Union européenne, bac plus 6, et qui sont aussi au chômage. Alors, la question que vous n'abordez pas dans
dans ce reportage, et ça aurait peut-être été, dans cette enquête, ça aurait peut-être été intéressant de demander, c'est combien sont payés ces jeunes ingénieurs que l'on va chercher à l'étranger? Ne sont-ils pas... Ah bon, tout à l'heure, vous n'en saviez rien. Je vous ai posé des questions avant même que ça passe. Vous ne saviez pas qui c'était, quelle était cette entreprise. Donc, vous me répondez sans savoir. Absolument. Est-ce qu'on aurait pu savoir combien sont payés ces jeunes ingénieurs étrangers? Parce que bien souvent, on va chercher des gens à l'étranger parce qu'on les paye moins cher que les ingénieurs français. Les infirmières étrangères sont payées moins cher que les infirmières françaises. Dans le bâtiment, ça permet de peser à la baisse sur les salaires. Et ça, je le conteste très souvent, madame, ce qu'on constate. Mais pour si vous voulez, le spécialiste du granetto, c'est ça? Oui. Du granetto, s'il n'y a pas de Français qui maîtrisent effectivement cette compétence, il n'y a absolument aucune difficulté pour qu'un étranger qui maîtrise une compétence très particulière, que n'ont pas aucun travailleur français, soit embauché, il n'y a aucune difficulté. Très souvent, les étrangers occupent aujourd'hui des postes dont les Français ne veulent pas. Si on prend les gens qui fabriquent des autoroutes, qui construisent des autoroutes, il y a 90% d'étrangers qui travaillent dans ces sociétés-là. Les sociétés de services de nettoyage, il y en a presque 1 sur 2, donc ils occupent des postes dont les Français ne veulent pas aujourd'hui. Ah donc, parce que les Français sont quoi? Paresseux Parce que ce sont des postes qui sont sans doute moins payés. Parce que ce sont des postes qui sont terriblement mal payés par rapport à la difficulté de ces emplois. Et ça, c'est d'ailleurs pour ça que les entreprises... Écoutez-moi, c'est pour ça que les entreprises utilisent de la main-d'œuvre étrangère. Parce que le marché du travail, c'est un marché. C'est une différence entre l'offre et la demande. Plus on a la possibilité d'aller chercher de la main-d'œuvre à bas coût à l'extérieur, plus les entreprises laissent les salaires très bas. Or, donc ces salaires ne sont pas... Vous les obligez à monter ces salaires, les entreprises? Monsieur, ces salaires ne sont pas au niveau de la pénibilité de ces emplois. Par conséquent, je vais leur dire qu'effectivement, ils ne peuvent plus aller chercher ces espèces d'esclaves du nouveau monde, en quelque sorte, hein, d'esclaves du 21e siècle, qu'ils utilisent à tour de bras, et qu'ils vont donc être obligés, effectivement, d'augmenter leur salaire pour que la pénibilité du travail qu'ils offrent soit à la hauteur du salaire aussi qu'ils offrent. Sauf qu'économiquement, la réalité économique fait que ça va peser sur les entreprises, ça va les affaiblir, ces entreprises. Oui, bien sûr, les grandes entreprises de nettoyage sont probablement dans des situations financières extrêmement difficiles. Non, leur profit est très important. Le problème, c'est qu'on ne peut pas, effectivement, admettre qu'il y ait des entreprises qui fassent un profit de plus en plus important en utilisant, encore une fois, ces nouveaux esclaves qu'ils payent de moins en moins. Ça n'est pas la vision du modèle économique que j'ai, ça n'est pas la vision de l'humain que je défends. Élargissons à votre programme sur l'immigration. Alors vous dites que vous économisez 41 milliards d'euros sur 5 ans. Alors on a calculé, on a cherché, on a gratté. Comment vous financez ça? Nous on n'a pas trouvé, on n'est pas arrivé à cette somme. Comment je finance des économies? Comment vous arrivez à économiser, pardon? Où est-ce que vous faites ces économies? C'est très simple, je passe de 200 000 étrangers légaux en situation légale qu'on fait rentrer chaque année l'équivalent de la ville de Rennes, n'est-ce pas? Je le réduis à 10 000 par an, parce qu'encore une fois, j'ai 5 millions de chômeurs dans mon pays, c'est à eux que je dois des comptes. Et ça ne fait pas 40 milliards, c'est à eux que je dois des comptes, monsieur. Je mets en place une politique dissuasive d'immigration en supprimant un certain nombre d'aides sociales qui sont accordées, en supprimant l'aide médicale d'État qui coûte 800 millions. Ça, c'est pour les clandestins, donc on est plus sur les 200 000 légaux. Hein, ça s'appelle une discrimination. Ils bénéficient d'une discrimination positive aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont accès à des soins auxquels les Français, eux, qui cotisent, n'ont pas accès. Je supprime cette disposition qui permet à un étranger... Quels soins ils font appel? Je supprime cette disposition qui permet à un étranger qui a 65 ans sans avoir jamais cotisé en France, ni jamais travaillé en France, de toucher 750 € par mois, ce que je trouve scandaleux au moment où les gens n'arrivent plus. Je ne sais pas, pardon, je ne sais pas d'où vous sortez ces chiffres ou les prestations auxquelles les Français n'ont pas droit, auxquelles les étrangers ont droit, mais dites-moi. Vous ne m'écoutez pas, vous écoutez. Non. Vous écoutez. Il existe une disposition, vous allez aller sur le... D'ailleurs, j'en appelle à vos téléspectateurs, sur le ministère, le site du ministère de l'immigration, vous allez avoir un espace bien vivre en France. Et vous allez à retraite. Et vous allez voir que tout étranger qui vient en situation légale, qui a 65 ans et qui n'a pas de revenus, sans avoir jamais cotisé en France, ni jamais vécu en France, a le droit d'obtenir 750 €
par mois de minimum retraite. Alors même que les Français, dont je suis moi chargé en premier, voient leur retraite diminuer progressivement et que beaucoup des retraités dans notre pays n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Je pense aux retraités, notamment aux femmes de l'agriculture, des agriculteurs, des commerçants. Et moi, je préfère réserver en priorité, voyez-vous, l'augmentation des retraites aux Français plutôt qu'aux étrangers. C'est un choix. J'ai une question quand même. Les immigrés coûtent de l'argent, ça c'est vrai. On a listé voilà, les prestations de santé, les allocations familiales, le RSA, le chômage, les coûts de scolarisation, tout ça, c'est dans les coûts. Donc ça, vous en tenez compte évidemment. Mais les immigrés, ils rapportent aussi, ils participent à l'économie, ils consomment. Donc ça fait de la TVA. Il y a toutes les cotisations sociales, le CSG, CRDS, les retraites, impôts sur les revenus, impôts sur les sociétés dans certains cas. J'ai le sentiment, quand vous faites votre calcul, vous oubliez de compter ce qu'ils rapportent. C'est-à-dire que si on les met tous dehors ou qu'on les fait plus venir, c'est une perte pour l'économie, non? Vous êtes en train de me dire que vous croyez que je suis stupide? Pas du tout. Ah bon? J'ai une question, peut-être que moi je le suis, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Parce que tout à fait évidemment, monsieur, dans les analyses du coût de l'immigration, évidemment, il a été calculé ce qui est rapporté et ce qui coûte. Et je vous dis que en retirant l'un de l'autre, on s'aperçoit que l'immigration coûte à la France. Monsieur Gourevitch a analysé ça à 35 milliards. Monsieur Lolland, sur les calculs, c'est très compliqué. Monsieur Lolland, lui, à 70 milliards. Tous les Français sont conscients qu'à partir du moment où nous avons 5 millions de chômeurs, 8 millions de pauvres, des déficits de notre sécurité sociale et que nous faisons entrer 200 000 personnes par an, que nous n'avons ni emploi ni logement à leur offrir, eh bien, par définition, ils pèsent sur la communauté nationale. Et par conséquent, plus nous aurons de chômeurs et plus ceux qui arriveront dans notre pays seront à la charge de la communauté nationale. Sur les chiffres, il y a débat, les chercheurs ne sont pas d'accord. Ils disent qu'en gros, grosso modo, ça s'équilibre entre ce que ça rapporte, ce que ça coûte. Des fois, ça coûte un peu plus, des fois, ça rapporte un petit peu plus. C'est une étude qui dit ça. C'est une étude de l'Université de Lille qui est extrêmement contestée pour la simple raison, c'est que les chiffres qui ont été utilisés par cette étude sont faux. Ils ont par exemple mis, ils ont fait leur étude sur 5% de chômage, on est à 10%, et ils ne tiennent pas compte non plus du coût des mineurs. Or, il y a là tout le coût, comme vous le disiez tout à l'heure d'ailleurs, de la scolarité qui dans notre pays est gratuite, enfin gratuite, pas pour tout le monde, puisqu'il y a quand même des contribuables qui payent derrière. Encore un reportage et on se retrouve pour conclure, Marine Le Pen, si vous voulez bien. Aujourd'hui, la France exporte, vous le disiez, nettement moins qu'elle importe. En clair, on achète beaucoup plus à l'étranger qu'on ne vend. C'est vrai pour l'énergie, le pétrole, pour les vêtements, les téléviseurs, les téléphones. La liste est bien longue. Mais il y a quand même quelques-uns de nos produits qui se vendent bien et c'est le cas du camembert. Figurez-vous par exemple que les Américains en raffolent et pourtant, il est bien compliqué de leur en vendre car entre les normes d'hygiène, les formalités administratives et des frontières pas toujours grandes ouvertes, la route est longue et on peut parfois se demander si le commerce international est vraiment aussi libre qu'on veut bien nous le dire. C'est la question à laquelle répond Vincent Fourcade. Bon, et ben au moins Marine Le Pen, notre camembert, met tout le monde d'accord. Ce reportage prouve que nous sommes les seuls à avoir la stupidité de ne pas protéger nos frontières. Qu'en réalité, toutes les nations du monde ont des droits de douane, ont des quotas d'importation et protègent leurs produits et mettent des limites, si vous voulez, à l'importation de produits étrangers. Nous sommes les seuls à ne pas le faire. C'est pas tout à fait vrai. On ne va pas refaire le débat maintenant parce qu'on arrive à la fin de cette émission, mais on a quand même des protections. C'est un bon exemple. Non, il n'y a pas de protection. Nous n'avons pas de protection. Il y en a, mais encore une fois, on est une toute dernière question, si vous voulez bien. Les secteurs économiques sont en train de tomber les uns après les autres. Une toute dernière question. François Hollande veut baisser de 30% la rémunération du chef de l'État s'il est élu. Vous, quelle est votre position sur ce sujet? C'est-à-dire pour revenir juste avant l'augmentation de 172% que s'est accordé Nicolas Sarkozy, en grattant un petit peu. Non, moi je veux que les ministres, les députés et le président de la République aient exactement la même indemnité. On ne fait pas de la politique pour gagner de l'argent. Ça veut dire combien? Ça veut dire, je crois, 5 500 euros net. Je vous signale au passage que nous avons réclamé, parce que je crois à la gouvernance par l'exemple, nous avons proposé dans toutes les régions un amendement pour baisser l'indemnité des conseillers régionaux de moitié. Le PS, l'UMP, le MoDem, les Verts et le Parti communiste ont voté contre. Donc pour vous, c'est 5 200 net pour tout le monde, députés, sénateurs, ministres, président de la République.
Vous gagnez combien en étant parlementaire européen, vous, aujourd'hui? Ah, la même chose. La même chose. Merci Marine Le Pen d'avoir été notre invitée. Votre programme, on le retrouve dans votre livre, pour que vive la France. Ainsi s'achève ce nouveau numéro de Capital. Merci à vous donc. Nous aurons bien d'autres rendez-vous politiques avec d'autres candidats dans les semaines qui viennent. Merci à Jean-Bernard Schmitt, Emmanuel Gagné, Sébastien Renoux, Charlotte Riesi, Audrey Glohagen, Caroline Durand, Laurent Renaudy, Maureen Jouard et l'ensemble des équipes de Capital. Dans un instant, c'est enquête exclusive avec Bernard de la Villardière. Bon courage pour la semaine. On se retrouve dans 15 jours. Très bonne soirée.